Alors bonjour à toutes et à tous qui avaient bravé la pluie et qui nous avaient trouvés, pour certains un peu difficilement, mais finalement vous nous avez trouvés. Alors on est très content ici à la Villipo de faire quelque chose sur le polar jeunesse, parce que traditionnellement depuis qu'on a ouvert en 95, en tout cas dans ces locaux, puisqu'on était auparavant à Mouffetard pendant une dizaine d'années, dans la bibliothèque Mouffetard. On a rarement eu l'occasion de faire des choses sur le polar jeunesse, et alors qu'on a un fonds patrimonial sur la fiction, littérature jeunesse, et que la seule occasion, le seul événement jeunesse qu'on ait fait ici, en dehors de celui-ci, c'était en 2003, donc ça rajeunit personne, bien sûr, avec un collègue à moi qui fait partie de l'Assemblée, Alain Regnault, qui était donc un ancien bibliothécaire historique de la Dream Team du début. Et donc on a fait une exposition qui s'appelait Coup de jeune sur le polar, avec la revue des livres pour enfants et des journalistes, Véronique Soulet, enfin un tas de gens. Et il y a eu une publication, donc il y avait une scénographie, des décors, on a accueilli beaucoup de classes, et c'était un petit peu pour décrypter comment ça marche le polar, à partir des formations qu'on faisait beaucoup avec Alain. On a fait beaucoup de formations en classe ou pour des profs de français, pour décrypter un peu comment sont les mécaniques du noir, de l'énigme. Est-ce que le Club des 5 c'est vraiment du polar ou pas? Donc voilà, des choses comme ça. Et sur les thèmes aussi, après pour les titres plus ados, les thèmes qui sont un peu tabous, les choses dont on peut parler. Alors évidemment, la 2003, ça a évolué, donc j'espère que vous pourrez aussi nous parler de ce genre de choses chez Syros, parce que bien sûr, on a été quand même, en tant que bibliothécaire de l'ancien temps, on a assisté quand même à la venue en 86 de la souris noire qui a déboulé dans les sections jeunesse des bibliothèques de près, et qui suscitait quand même beaucoup de controverses et beaucoup d'animations, beaucoup de discussions, puisqu'elles étaient quand même lancées avec des thèmes qu'on n'avait jamais trop vus en littérature jeunesse, où on était quand même très dans les choses un peu mignonnes, plutôt Club des 5, plutôt aventures mystérieuses et tout ça. Et donc on s'est beaucoup appuyé, nous, avec Alain, sur nos présentations, des collections, et après des motifs et des thèmes. Donc des évolutions maintenant, évidemment, notre réflexion elle est un petit peu obsolète, puisque on n'a pas eu l'occasion de pouvoir retravailler sur une mise à jour de l'évolution de la fiction jeunesse. Donc on a observé pas mal de choses quand même ici, mais d'une manière assez empirique. On a continué suite à 2003 et au succès de cette expo. C'est ce qui a donné lieu en 2004, l'année suivante, au fait qu'on a pu proposer un prix littéraire jeunesse polar pour les jeunes lecteurs du réseau des bibliothèques. Et donc c'est comme ça que sont nés plutôt les mordus du polar. Et donc Sylvia Louche, ici, à ma gauche, une autre Sylvie, puisque moi aussi, c'est Sylvie, a été notre dernière lauréate. Avec, voilà. Donc, puisque le prix a vécu 19 ans, mais que c'est pas éternel, il faut que ça se renouvelle, il faut que ça puisse avoir une dynamique, et que là les choses n'étaient plus vraiment réunies. Donc c'était plutôt plus, c'était pas trop la peine en fait, il fallait plutôt réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire après. Donc Sylvie est notre dernière lauréate des Mordus, et on avait fêté ça. Je ne savais pas, mais on ne savait pas non plus. Ça marque encore plus voilà. sa pause. Quand donc on a fait la fête des Mordus, la réception du prix à la bibliothèque Hélène Bert, qui est une grosse bibliothèque du 12e arrondissement, près de Nation. Mais effectivement, au moment où on s'est rencontrés comme ça, on ne savait pas que la fin des Mordus était proche. Donc c'est arrivé seulement un petit peu après. Donc nous sommes très ravis de rencontrer et d'avoir comme invité Sandrine Mimi, et pas Sandrine Mimi comme j'ai fait l'erreur plusieurs fois de l'appeler, mais bon, c'était pas méchant. Donc directrice de chez Syros depuis 2005. C'est ça.
Claudine Aubrin, autrice. Alors, je ne sais pas si on dit autrice, auteur, Oui, ça va, autrice. Voilà, s'il y a des gens qui n'aiment pas. Et Sylvie Alouche. Donc, vont nous parler en fait de leur travail et puis aussi un petit peu peut-être de comment Syros voit un peu l'évolution de la fiction, du polar jeunesse. Est-ce que tous les thèmes, voilà, qu'est-ce qui est à la mode, quelles sont les tendances, qu'est-ce que vous creusez, et vous rencontrez aussi vos lecteurs. Donc c'est aussi important de savoir qu'est-ce qu'il y a en face, pour qui on fait les choses. Quoi, voilà. Donc très bonne rencontre et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Alors effectivement, Syros fête ses 40 ans cette année, 40 ans de littérature jeunesse, puisque Syros est une maison d'édition qui est née dans les années 70 et l'émergence du PSU au démarrage et ont publié des ouvrages de sciences humaines sur les évolutions sociétales et assez rapidement, les éditions Syros ont publié de la jeunesse à partir de 1984 avec des livres plutôt ouverts sur les autres cultures avec Suzanne Luquier qui est la Racine Syros qu'il faudrait parler dans une autre bibliothèque à un autre moment. Et puis assez vite, 2 ans plus après, en 1986 est né le Polar avec Joseph Périgaud qui est une racine très très forte de l'ADN de Syros, qui est une maison qui publie aujourd'hui plus que de la littérature jeunesse et adolescente. Les publications adultes de Syros ont été reprises sous la marque La Découverte, et voilà, certains titres continuent à exister sous cette marque-là, mais c'est une des explications de l'arrivée du polar chez Syros. On va en reparler tout de suite. Je vais commencer par faire un tout petit historique de ce polar chez Syros, et puis on fera parler nos 2 autrices ici présentes de leur travail et, comme le disait Sylvie, de leurs sentiments des évolutions des publics et des réceptions. Alors aujourd'hui, Syros a encore beaucoup de polars à son catalogue pour tous les âges, donc Mini Syros Polar des 8 ans, La Souris Noire des 10 ans et les grands formats, nous pourrons en parler, qui ne sont plus rat noir et qui n'ont plus de marquage spécifique. Ça correspond aussi à l'histoire du polar, du roman noir français, côté adulte. Alors Stéphanie Osgomez, qui est présente, la directrice éditoriale de Syros, avait préparé en direction des enseignants, je crois que c'était pour les enseignants à l'époque, un petit mémo sur de quoi parle-t-on, parce que finalement Syros, on a tous les genres du polar au catalogue, et particulièrement des livres issus de l'histoire du roman noir. Donc il y a le roman classique Haïm, que tout le monde connaît bien, le Boudoni, donc qui a fait quoi, qui a commis le crime. Voilà, des petits exemples. Et le roman noir, le hard boiled, ça veut dire dur, littéralement, hard boiled egg, pardon, c'est les œufs durs, qui vient des États-Unis, qui est né aux États-Unis, qui est très lié au film noir, aussi au film de genre, avec Ahmed Chandler, dont se revendiquent les auteurs de la série noire en France. Et la question n'est plus tellement qui, mais pourquoi le crime a-t-il été commis et quelles sont les trajectoires du criminel ou du groupe de criminels. Alors, cette histoire-là, elle est portée par des hommes et une femme, directeurs et directrices de collections successives du polar chez Syros, et qui sont totalement liés à l'histoire du roman noir en France, à partir je vais en dire 2 mots aussi. Donc Joseph Périgaud, le premier, dont vous pouvez retrouver, s'il y aura l'accès ici, dans l'ouvrage dont parlait Sylvie, de la Bilipo, une interview de Joseph Périgaud, qui est assez passionnante sur comment il a écrit la première souris noire et il l'a proposée à Syros, parce que pour des raisons de copains politiques, comme je l'ai dit, et Syros était une émanation du PSU, donc qui a tué Minou Bonbon, qu'il a écrit pour son fils, le jour où son fils a mis le feu à la cabane. Il s'est dit, bon, alors qu'il était en train d'écrire un roman pour adultes, il s'est dit, je vais écrire quelque chose, et c'est né comme ça. Et puis il a appelé les copains de la série noire pour écrire des romans chez Syros. C'est pour ça que ça s'appelle La Souris Noire, c'est un hommage direct. Et puis il y a eu Patrick Mosconi,
aussi une grande figure du roman noir en France, qui a dirigé des collections adultes et des revues. Franck Pavlov, vous connaissez sans doute, François Guérif, le directeur de Rivage Noir pendant des années, mais avant dans des revues. Et puis Nathalie Benat, qui a aussi travaillé longtemps au Fleuve Noir, et qui est maintenant chez Point. Alors cette histoire Syros, comme expliquait Sylvie, quand c'est arrivé en 86 dans les bibliothèques, c'est pas du tout une histoire qui est héritée de l'histoire du polar jeunesse, du Club des 5 ou des romans d'aventure. On pourra en reparler parce que c'est quelque chose qui est de nouveau plus présent aujourd'hui dans le catalogue Syros, cette filiation du roman d'enquête, du roman énigme, du roman d'aventure. C'est vraiment arrivé par le roman noir français. Donc alors je vais faire très court, mais quand même je trouve ça assez passionnant. J'ai rencontré Natacha Levé, si ça vous intéresse, à Quai du Polar, là, dernièrement, qui vient de publier au PUF une histoire, le roman noir, une histoire française, et qui revient un petit peu sur cette idée que ce serait un héritage des États-Unis et George Boyd. En fait, va expliquer que l'héritage français est bien présent et avant l'arrivée du roman noir américain en France, avec des personnes comme Georges Simenon, Jean Meckert dans les années 30. Et cette histoire française du roman noir, elle est l'histoire de Syros en fait. Donc quand j'ai balayé et lu ce texte, il y a tous les petites post-it, c'est des auteurs Syros au catalogue, des auteurs qui ont fait le noir chez Syros, ou des directeurs de collection, Patrick Mosconi, François Guérif, etc., etc. Et donc l'évolution du noir français, c'est un peu l'évolution des publications et des différents auteurs, types d'auteurs et types de genres qui ont été publiés chez Syros. Et c'est assez passionnant de faire ce parallèle. Donc en quelques mots, tout de même, ces lignes qui sont l'histoire de Syros ou l'héritage, puisque c'est avec ces hommes et ces femmes que le polar est arrivé là. Donc l'héritage français par Simenon et Meckert, qui déjà vont s'écarter de la structure de l'enquête, donc avec des textes plus sombres, des textes plus réalistes et plus poétiques aussi, avec la dimension de la pensée critique qui devient prégnante. Et il est aussi, dans ces années-là, question de style, avec plein de trouvailles littéraires, poétiques, de langue. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour nos auteurs aujourd'hui. Et c'est une synthèse entre la littérature populaire, littérature feuilletonnette, policière classique, et le roman réaliste, le roman vrai, et à la Zola. Et je trouve que c'est quelque chose qui va être très présent dans les dernières évolutions du roman noir chez Syros et pas que. Nous, on est directement l'héritage post-années 70 de ces tensions sociales, de ces années de contre-culture, de mouvements contestataires. Le roman noir néopolar avec Manchette, Fajardi qui est au catalogue Syros, Mosconi qui est directeur de collection, Quadrupani qui écrit, donc avec cette dimension sociale, politique engagée, et cette dimension subversive et insurrectionnelle assez forte, ce qui explique aussi que certains textes Syros à l'époque, beaucoup bousculés les bibliothécaires enseignants, seraient difficilement publiables aujourd'hui, avec une idéologie et des valeurs liées à des partis politiques précis, quand même présents, mais c'est quand même de cet héritage-là que vient le noir chez Syros. Dans les années 80, c'est le roman noir, qui est vraiment une radiographie de l'époque quasi en direct, et c'est encore le cas pour certains auteurs, et c'est pour ça que ce sont les auteurs de noir qui sont les premiers tout de suite à écrire sur ce qui se passe dans l'actualité, ce qui se passe dans le monde. On a très vite eu chez Syros des livres sur les attentats, sur le djihad, sur l'embrigadement. Il y a encore ce réflexe, cette volonté des auteurs de noir de radiographier l'époque en direct. Mais à cette époque-là, dans les années 80, il y a aussi les premiers textes qui vont commencer à fouiller les plaies de l'histoire avec Deninx, et le Chatigali en est un exemple. Je rapporte à Syros à chaque fois dans cette grande histoire, avec un contre-discours sur le roman national, en fait. Voilà, qui va commencer à critiquer l'histoire telle qu'on nous l'enseigne. Des romans qui sont représentés chez Syros par Deninx, Lecomte, Patrick Péchereau, Benoît Sévrac également, qui continue à être dans cette mouvance-là, d'interroger les failles de notre société. Voilà.
Dans cette histoire française, il y a l'avènement de policiers reconvertis à l'écriture du polar, donc ça m'a amusé aussi. Ce qui fait que le roman noir, c'est aussi une histoire criminelle de la France, une histoire de l'évolution des méthodologies pour serrer les criminels. On a évidemment Danielle Thierry au catalogue, qui est la première femme commissaire divisionnaire en France, qui est dans cet héritage-là. Et les auteurs, d'où viennent les auteurs du roman noir français, donc chez Syros, ça bouge un peu, ils sont de plus en plus diplômés, ils approfondissent la documentation du réel, ils explorent les méthodologies d'investigation, etc. Ils viennent d'univers très différents, du cinéma, donc chez Syros, il y a Philippe Carrez, il y a Dominique Format, de l'enseignement, il y en a beaucoup, Jérôme Leroy, Jean-Christophe Tixier. Donc évidemment, le fait qu'on appelle à polar les romans noirs, c'était aussi très clairement une manière de légitimer la dimension littéraire de cette littérature de genre, avec cet intérêt sur la question de la forme, du style et de la littérature qui est encore très présent aujourd'hui. Très représentatif du dernier courant de cette histoire du roman noir française, la féminisation du polar, parce qu'on a 2 autrices avec nous aujourd'hui, et on a beaucoup d'autrices chez Syros, qui sont aussi des autrices qui se sont fait connaître côté adulte. Alors là, j'étais quand même assez scotchée, ça s'est féminisé très très tardivement. Donc la première femme à être publiée dans la série noire chez Gallimard, c'est en 1971, et il n'y a pas son prénom de donné, J. Oriano. C'est seulement après le succès qu'ils se diront on peut dire que c'était une femme, Jeanne. Et la deuxième femme, c'est en 83, 12 ans plus tard seulement, et c'est Marie et Joseph, donc ce couple d'auteurs, Corinne Bouchard et Pierre Mezinski, qui publient quasiment en même temps chez Syros dans les premières séries noires, Aladdin écrit de la bibliothèque, etc. Donc on est très collé à cette histoire du roman noir chez Syros et c'est assez passionnant. Dans l'analyse de Natacha Levé, qui aide à comprendre aussi l'évolution que ces Syros se trouvent, c'est qu'aujourd'hui le noir n'est plus militant ou idéologique avec voilà ce qu'il faut, avec un parti ou des points de vue politiques, elle ne se dit plus vraiment liée à des idéologies politiques, ça n'en reste pas moins politique forcément, mais c'est une littérature qui devient plus une littérature de remédiation personnelle ou collective, donc qui vont plutôt offrir des clés pour comprendre notre monde sans forcément avoir de réponse ou d'avis à partager. Et ça, dans mes discussions avec nos auteurs et autrices chez Syros, c'est très présent. J'écris sur ces sujets-là parce que j'ai besoin de les comprendre et en écrivant dessus, je les comprends mieux et j'embarque avec moi des auteurs pour essayer de les comprendre. Et puis je trouve très proche de Sylvia Louche que j'ai mis ici, écrit sur ce besoin de fiction aujourd'hui, Jacques Monclar, c'est que cette littérature, elle est aussi le reflet de la psychologie de l'écrivain, de l'écrivaine, de sa culture, de ses combats, quelque chose d'assez personnel, parfois aussi pour réparer les autres, mais aussi soi-même dans la littérature, qui donne, et ça c'est, vous le verrez, très présent dans nos romans pour ados aujourd'hui, beaucoup plus que pour les collections pour les plus petits. Voilà. Et cette narration qui devient plus souvent polyphonique ailleurs, on la retrouve aussi chez Syros, avec les romans chorales comme Patriba, etc. Voilà. L'autre élément qui paraît très proche de notre histoire, c'est qu'effectivement, les marqueurs d'identification générique des collections, qui ont fait les genres au début du XXe, s'estompent, disparaissent au fil du temps. Et c'est le chemin qu'a pris Syros, puisque Rat Noir ne s'appelle plus Rat Noir, et que chaque one-shot, chaque roman est un one-shot, et on ne sait plus forcément dans quel genre il se situe. Ça favorise un rapprochement avec la littérature blanche, et en étant vraiment sur les tables, au milieu de la librairie, et pas seulement au rayon noir et polar. Et puis les limites du genre sont repoussées, ça permet aussi d'ouvrir les portes à une création beaucoup plus mouvante. Donc le roman noir explore le passé, le présent, mais aussi le futur. On verra avec Jérôme Leroy ou Stéphanie Leclerc
Alain Gagnol se mêle à la poésie, au fantastique, et aujourd'hui c'est présent aussi. Voilà, c'était un tout petit digest pour vous donner envie de lire ça, et je trouve que c'est passionnant de relire, et on va se revoir avec Natacha Levé, l'histoire du polar et du roman noir chez Syros à la lueur de cette évolution qu'on retrouve dans le paysage éditorial adulte. Donc il y a d'autres références. Alors nous aujourd'hui on est convaincus que faire lire du polar aux jeunes lecteurs, et c'est le travail des bibliothécaires dont vous parliez au tout début, et Syros, je crois, a recouffé quand même dans la légitimisation du genre dans les écoles et de faire que le polar soit étudié. Nos autrices sont bien au courant, puisqu'elles sont énormément invitées dans les classes et à faire des rencontres. Donc lire du polar avec des enfants ou des adolescents, évidemment, il y a la dimension de développer son sens logique, d'apprendre à raisonner, évidemment de porter des valeurs qui nous sont chères chez Syros, mais qui sont chères aussi à beaucoup de bibliothécaires et d'enseignants, de tolérance, de respect, de justice, d'être confronté à ses peurs, parce qu'on est là aussi pour s'amuser. C'est une littérature qui est promesse de divertissement, de plaisir, de suspense, de frisson aussi, et qui fait réfléchir aux problématiques de notre monde. Et puis pour les auteurs, mais ça c'est vous qui en parlerez, c'est quand même des espaces de contraintes qui finalement offrent beaucoup de liberté stylistique ou de langue, où vous pouvez y exprimer beaucoup de choses et vous amuser à faire travailler les auteurs, les enfants ou les jeunes dans des productions d'écrit. Voilà, donc Mini Syros Polar, 35 titres disponibles aujourd'hui, dont des historiques qui ont encore toute leur place aujourd'hui et qui n'ont pas pris de ride. Voilà, 48 pages, toujours un tout petit prix, et beaucoup de textes qui sont sur les listes de l'éducation nationale, donc le chemin est passé par là, avec plein de rallyes lecture et de dossiers pédagogiques qu'on beaucoup fait, et on y a beaucoup travaillé dernièrement avec Stéphanie Oyos-Gomez, qui a beaucoup travaillé pour que ces mini-Syros continuent à être lus, et ils le sont encore très largement. On parlera des lecteurs et de l'évolution des lecteurs, mais le polar aussi, grâce à Nathan qui a développé un label qui s'appelle D-School pour la lecture facilitée pour les dyslexiques, mais aussi pour ceux qui ont plus de difficultés à rentrer dans la lecture tout simplement. On a bénéficié de ce savoir-faire, et donc Syros est présent dans ce catalogue D-School avec beaucoup de polars, puisqu'on a commencé par ces livres-là. Donc ça, j'avais envie de vous signaler si vous êtes bibliothécaire enseignant ici. La souris noire continue, mais on en parlera peut-être un peu après, a quand même pas mal évolué, puisque tout ce que j'ai décrit sur le roman noir, beaucoup plus social, s'est déplacé quand même pour les plus grands dans les grands formats. Et aujourd'hui, ce qui fonctionne très bien dans la souris noire, c'est des ouvrages qui sont plus du côté du roman d'enquête, du roman d'énigme, du roman d'aventure, avec Béatrice Nicodème, le Wiggins qui est ancien mais continue à très bien marcher. Mais par exemple, 10 minutes après, cette série-là de Jean-Christophe Tixier, un immense succès. Là où on se disait que Souris Noire avait peut-être un peu fini sa course, que le poche inédit c'était difficile, il y a toujours le contre-exemple qui arrive, et c'est plus de 100 000 lecteurs sur cette série avec énormément de prix de lecteurs. Mais c'est du polar très réaliste, très incarné, très crédible dans les personnages, donc ça plaît beaucoup. Mais on est dans du suspense, de l'enquête, du mystère, on n'est pas du tout dans le roman social, roman noir, mais plutôt de l'autre côté. Même si ça s'attache à des préoccupations des jeunes d'aujourd'hui, avec les écrans, l'écologie, la cuisine. Voilà. Beaucoup de dossiers pédagogiques aussi de rallye lecture, toujours pour créer les classiques de demain, et on sait bien que c'est les enseignants qui le font aujourd'hui. Et les hors collections, donc anciennement les rats noirs qui ne sont plus les rats noirs et qui sont devenus des romans grand format avec des genres très différents. Je vous ai expliqué que le polar aujourd'hui s'amusait à mêler un petit peu les choses. L'histoire de la fille qui ne voulait tuer personne, Jérôme Leroy, c'est un roman de science-fiction, mais qui est traversé par le noir évidemment, puisqu'on suit la trajectoire d'une héroïne qui est dans l'illégalité.
Même Les araignées ont une maman d'Alain Gagnol, avec une héroïne qui est télépathe. Et pourtant, il n'y a pas plus réaliste comme manière de nous raconter une histoire plutôt thriller. Les Vies d'avril de Claire Cantet, qui ne vient pas du polar, et pourtant il y a vraiment un côté thriller psychologique. Là aussi, on va suivre la trajectoire d'une jeune fille qui est dans l'illégalité en visitant des maisons. Benoît Sévrac et Sœur Lakota, qui vient du polar, c'est un auteur de romans noirs. Et Sœur Lakota, c'est un road trip amérindien et qui va interroger l'histoire des États-Unis et les minorités, voilà, etc., etc. Je voulais aussi vous dire que de nombreux romans noirs chez Syros sont en poche aujourd'hui, soit chez PKJ en jeunesse, avec notamment les titres de Sylvie Galouche, qui peuvent rentrer en prescription grâce à cela, mais également côté adulte, chez J'ai lu ou chez Point, puisque les frontières entre littérature ado et adulte sont quand même assez ténues. Donc un certain nombre de nos auteurs se retrouvent côté adulte lorsqu'ils passent en poche. Le polar chez Syros, c'est aussi les romans bilingues Tipton. Je voulais rendre hommage à Stephanie Benson, une des autrices justement qui est citée dans l'histoire du roman noir comme l'arrivée des femmes dans le polar côté adulte, et qui est autrice des premières souris noires également, et qui a créé la collection Tipton de romans qui passe petit à petit du français à l'anglais, l'allemand, l'espagnol, et la place du polar est très importante, puisque le principe est que les enfants soient tellement pris par l'histoire qu'ils ont envie d'aller jusqu'au bout, même si on glisse dans une autre langue. Voilà des cours pour faire toute une histoire. On pourra y revenir avec vos questions, mais ça me semblait important de vous balayer comme ça rapidement cette histoire du polar chez Syros, et de se rendre compte à quel point ça collait avec les évolutions du noir aussi côté adulte. Alors, Claudine Aubrin, à côté de moi, a toujours navigué entre deux passions, le dessin et la littérature. Étudiante aux Beaux-Arts, tu allais tout le temps du côté de la littérature, et puis une fois que tu as été romancière, tu te baladais toujours, et c'est toujours le cas, avec un carnet croquis dans ton sac, et aujourd'hui tu es les deux, tu es autrice et dessinatrice, et donc une grande observatrice du monde par le dessin et par l'écriture. Tu as beaucoup de livres chez Syros, donc Une souris noire, quelques grammes d'or, il est question quand même des relations familiales, mais on est dans une veine plus suspense et sérieuse. Et puis assez vite, tu nous as proposé des mini-Syros, des romans d'enquête avec Nino, puis des romans d'énigmes avec Hypatie, une héroïne fille qui adore les sciences, une série de romans avec un chat détective, Matou Watson. Le point commun de toutes ces histoires, c'est quand même l'humour, la famille. Et puis très bientôt paraîtront une nouvelle collection qui s'appelle L'Agence Mouche, qui sont l'adaptation des audio books chez Luni, qui ont eu un très très bon succès, et que nous avons les deux eu envie de voir en livre avec des détectives. Alors, est-ce que tu peux déjà peut-être nous présenter un pour les personnages, pas tous pour démarrer, et pitcher ton dernier roman pour nous donner un tout petit peu envie de continuer l'histoire. Je vais essayer. Alors, Hypatie est une jeune fille qui est fan de science. Elle voit la vie finalement d'une façon assez technique, assez pratique, avec ses yeux de scientifique. Elle est confrontée à des problématiques et elle les résout grâce à ses connaissances. C'est une jeune fille, elle s'appelle Hypatie déjà parce que je voulais lui donner un prénom d'une scientifique. Des scientifiques femmes, il n'y en a pas beaucoup, et les prénoms n'étaient pas très représentatifs. Donc Hypatie, c'est une mathématicienne du IVe siècle. Donc j'ai beaucoup hésité à garder ce prénom Hypatie. Je garde pas. Puis je dis bon, on verra. Et puis finalement, je me rends compte que les enfants se sont accaparés ce nom, et ça les amuse assez dans les rencontres.
Donc elle a des parents, c'est souvent des histoires de famille. Hein. Tous mes livres, le point commun, c'est en général une série et c'est l'histoire de famille. Alors la famille, là, dans Hypatie ou que ce soit dans Nino, ils vont fonctionner comme une cellule finalement policière. Parce qu'elle a besoin, on n'est plus dans le club des 5 où ils partent 15 jours avec Dagobert en vacances comme ça, sans parents. Là, il y a souvent, il nous faut un adulte pour accompagner l'enfant qui va enquêter. Et donc là, elle a des parents qui sont un biologiste et l'autre volcanologue, le père. Et elle va naviguer dans un univers scientifique et elle va s'intéresser à des sujets très très différents, que ce soit le blob qui a été porté par Audrey Duchutour et dont on a beaucoup entendu parler quand elle est allée dans l'espace avec Thomas Pesquet, ou les volcans, etc. Elle va, dans le dernier, c'est les fourmis. Elle est la collègue de sa mère est mycologue et on a piqué sa fourmilière. Donc elle va enquêter au nord de Toulouse, parce que c'est une petite Toulousaine, Hypatie, et elle va découvrir grâce à sa logique et à ses compétences pourquoi et comment cette fourmilière a été déplacée. Voilà. Ça va ? On va revenir après sur le pourquoi, le comment, parce que je voulais donner la parole à chacune. Mais j'ai d'autres questions pour toi, évidemment, Claudine, pour revenir aux origines de tout ça et à comment tu te situes dans cette évolution. Alors Sylvie Alouche, qui a... alors d'où viennent les auteurs de Noir? Donc Sylvie, comme d'autres de tes consoeurs ou confrères viennent d'univers très différents, donc tu as touché à la photographie, au théâtre, tu as beaucoup corrigé les autres aussi en tant que correctrice, et puis après des années à être photographe et sur les planches, tu t'es lancée dans l'écriture et aujourd'hui tu es autrice à temps plein. De nombreux romans pour enfants et surtout grands adolescents. Donc, je te pose la même question. Est-ce que tu peux me présenter un personnage de tes romans et pitcher le dernier peut-être? Alors, pour donner envie de rentrer dans les histoires. Bon, alors le personnage, évidemment, je vais prendre Clara Diladio, qui est la commissaire qui est devenue emblématique d'une série qui ne devait pas être une série à la base. Et ça, j'aimerais bien raconter quand même une histoire. On va revenir sur tout. Là, tu Stabat présentes ton personnage. Stabat Murder. Non mais parce que raconte l'histoire. C'est important. La série n'aurait jamais existé sans cette dame-là. C'est-à-dire que j'écris ici. J'écris voilà. Je vois pas ta tête, Stéphanie, c'est pénible. Attends, je me décale. Non mais voilà, je crée le personnage de Clara Diladio qui est une commissaire. Je la crée elle et son équipe évidemment. Et ça fait un bien fou de créer déjà un personnage féminin qui a, sans en faire Wonder Woman, qui a du pouvoir, qui est intelligente, etc. Bon. Et puis je propose ce roman à Sandrine. Quand je lui propose, je lui dis j'ai envie d'écrire un polar sur fond de musique classique. Réaction pour des adolescents. Et bon, je lui dis fais-moi confiance. Et alors le propre de Sandrine ou Stéphanie, c'est de faire confiance à leurs auteurs. Et donc le premier volume où apparaît Clara Diladio, c'est dans Stabat Murder. Mais pour moi, c'était un one-shot. Je ne pensais absolument pas à une série. Et puis, c'est vrai que musique classique, alors contre toute attente, il a explosé ce livre. Donc, Sandrine aussi. Non, mais c'est vrai. Parce que, bon, ben voilà, évidemment, les politiques d'auteurs, etc. Mais bon, c'est quand même des chefs d'entreprise, me dit. Mais tu n'aimerais pas la remettre en scène, ta commissaire, dans un autre. Alors que moi, j'étais déjà partie sur une autre histoire. Et je me dis, oh oui, je l'aime bien. Et on en est au 5e de cette série, dans laquelle j'aborde des sujets de société assez importants, qui touchent beaucoup les adolescents, mais pas que. Puis, j'essaie de me
restreindre parce que je parle beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter et nous faire le pitch du dernier roman? Il était Parce que les histoires de Sylvie, évidemment, il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent. Je serais curieuse de voir comment tu nous Oui, présentes. je vais m'entraîner. En fait, je dis ça parce que honnêtement, je ne l'ai pas beaucoup résumé, dans la mesure où il est sorti il n'y a pas très longtemps et j'ai eu qu'un seul débat avec ce livre, donc je vais essayer d'en parler. Alors, tout comme mon amie Claudine, la famille est récurrente aussi dans tous mes livres, parce que c'est pour moi un vivier, qu'elle soit aimante, maltraitante, fusionnelle, dysfonctionnelle. Je peux puiser tous les sentiments et toutes les émotions possibles dans une famille. Et dans Soremom, alors évidemment, le titre l'indique, j'en dirai pas plus. C'est compliqué parce que... bon, il va falloir que je m'entraîne plus. Hein. Non mais ils l'ont lu, ils savent à quel point c'est compliqué de résumer et de raconter sans rien dévoiler. Ouais. Et on part du début et confie à Clara Di Ladio et à son équipe une affaire. Un cadavre est retrouvé, une femme nue, retrouvée dans une poubelle d'une cité pas tranquille du tout. Rien ne permet de l'identifier. Elle a juste, on le voit, inscrit dans la paume d'une de ses mains un numéro. C'est tout. À côté de ça, pendant cette enquête, l'équipe de Clara découvre un jeune garçon qui a 7-8 ans, qui est enfermé dans une cave, seul. Il est totalement affamé, déshydraté. D'où vient-il? On ne sait pas, il est muet. En tout cas, il ne parle pas. Donc elle récupère ce petit garçon. Parallèlement encore, mais ça c'est ma faute, hein, parallèlement, on assiste aux déambulations de Jules, un jeune garçon qui a 16 ans et qui est extrêmement mal dans sa peau, qui trimballe son mal-être dans les rues de Paris, qui boit, qui fume. Et on ne sait pas ce qui se passe, c'est le fils du ministre de l'Intérieur. Et lui aussi, son histoire va être assez difficile, importante. C'est aussi, toujours dans mes livres, voilà les thèmes principaux, la quête de soi, de l'identité, l'abandon, la famille, la maternité, la famille biologique ou non. Et ces trois histoires dont je viens de vous parler, elles vont se mêler. Comment? Eh ben oui, c'est pas mal, c'est un peu long. Non, c'est bien pitché ou? C'est plus que l'ascenseur, mais la justice en voyage. Oui, la justice. Non mais celui-là, alors là, comme qui rigole, je l'ai pitché. Mais lui, il va falloir que je m'entraîne. Pardon. Super, très bien. Alors, ça nous donne un petit peu envie de rentrer dans ces histoires. On voyait que il y a quand même deux branches qui représentent c'est un peu deux parties du polar, comme vous disiez, le roman d'enquête, de divertissement, mais en même temps, tu vas nous dire pourquoi tu as écrit ces histoires-là et qu'est-ce qui a fait que tu es venu à écrire C'est Nino, mais aussi parce que ça a bien fonctionné. C'est un peu comme Sylvie, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que ces petites histoires, parce qu'elles avaient de l'humour, parce qu'il y avait des personnages extrêmement incarnés, en très peu de pages, en très peu de mots, des personnages très incarnés, beaucoup d'humour et l'air de rien, de manière très naturelle, on apprend plein de choses. Il y a quand même cette histoire de transmission qui est quand même très forte dans le polar, qui permet la transmission et le partage dans du divertissement. C'est ce qui fait que ça a très bien fonctionné, que ça s'est développé. C'est devenu une part plus importante du polar chez Syros aujourd'hui par rapport à avant. Je crois que les lecteurs s'y retrouvent, les parents, les enseignants aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur voilà, pourquoi ce genre, pourquoi le démarrage, c'est un petit peu comme Sylvie. Je n'avais pas du tout l'intention de faire une série. Le premier, c'est les enquêtes de Nino. C'est sur un monument qui se trouve aux Tuileries, qui est un monument à Charles Perrault.
Et donc c'est un monument qui est dédié à la littérature jeunesse et je connais le sculpteur et son assistante qui ont restauré ce monument. Et il y a une jeune fille, il y a 3 enfants qui représentent les lecteurs de la littérature jeunesse. Il y a le buste de Charles Perrault, il y a le chaboté et une des mains de la jeune fille était cassée. Et le sculpteur n'a pas eu le droit, pour les monuments historiques, il voulait qu'il y ait la trace de la restauration. Donc il n'a pas eu le droit de resculpter une main en marbre, de la fixer, etc. Et il a moulé la main de son assistante, Justine, qui est petite et menue, qui a la taille d'un enfant. Donc quelque part, je ne sais où, il y a des mains de Justine qui sont stockées. Et donc quand cette main s'abîme, avec les intempéries, la pollution, eh ben, on change la main. Et donc, moi, je connais l'assistante, elle m'a raconté ça. J'étais vraiment intriguée. D'abord, je ne connaissais pas ce monument, donc je suis allée tout de suite le voir. J'ai vu la trace, effectivement, j'ai vu la main qui était collée. Et là, je me suis dit, c'est quand même Charles Perrault, c'est un auteur jeunesse, cette histoire, c'est quand même incroyable. Donc, je vais en faire un petit polar, et puis j'aime bien Charles Perrault. Enfin, bon, bref, je fais ma petite sauce comme ça. Et puis ce livre, j'ai vu qu'il avait très bien marché. Et puis j'ai commencé à recevoir des photos, parce que les gens allaient se photographier devant le monument. À l'époque où les classes pouvaient sortir facilement, donc beaucoup de classes lisaient le livre et allaient voir le monument. Et là, je me suis dit, c'est quand même un secret de fabrication. Moi, les secrets de fabrication, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, est-ce que je pourrais parler de notre secret de fabrication? Et après, j'ai pensé au tableau de Picasso, Les Mouveurs d'Oursin, où Picasso a peint un tableau sur un tableau qu'il avait volé, en fait, qui représentait le conservateur du musée d'Antilles. Donc du coup, c'est devenu une série. Et puis cette série, c'était ce garçon qui enquêtait autour de secrets de fabrication. Et puis je me suis dit, le pendant, ça pourrait être une fille qui s'intéresse au domaine scientifique, parce que les filles ne vont pas naturellement dans ces carrières. Et je trouve que Hypatie Nino, finalement, pour moi, c'est un peu comme un blog, c'est comme un ensemble. Peut-être qu'un jour, ils pourraient se rencontrer. Alors pourquoi le polar? Parce que finalement, quand on fait de l'histoire de l'art ou quand on fait de la science, on mène l'enquête un petit peu. Oui, c'est vrai. Puis moi, j'aime bien le polar. Quand on choisit d'écrire, on va vers ce qu'on aime, on ne va pas en plus prendre quelque chose qu'on n'aime pas. C'est quand même assez difficile comme ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, je lisais beaucoup de polar et ça me semblait être une bonne idée d'écrire. Voilà. Et puis les mini-cirrhos, je suis pas venue tout de suite quand même, parce que c'est très contraignant, 48 pages, c'est 23 000 signes, je ne peux pas écrire plus. Stéphanie, elle me dit toujours 38 signes. Donc, je dis pas comme ça. Donc, je dois écrire, etc. Donc, c'est très contraignant, mais aussi c'est très formateur. Moi, j'ai beaucoup appris. D'abord, il faut être concis, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses dans une histoire, dans ces histoires. Et voilà, donc ça me plaît. Ça me touche aussi parce qu'ils sont extrêmement lus dans les classes. Les gens font des choses extraordinaires avec des stop motion, des productions graphiques, du théâtre. Enfin, j'ai vu des milliers de choses comme ça. Enfin, des milliers, j'exagère. J'ai beaucoup. Et voilà. Et c'est vrai que c'est touchant de voir que les classes s'approprient. Bon, c'est sûr que c'est facile parce que il y a toujours une thématique, mais je fais en sorte que je veux pas que ce soit pédagogique. J'aime bien qu'on apprenne des choses, mais je fais très attention à l'histoire. Et aussi, c'est un peu une petite comédie quand même. C'est le regard du personnage qu'il a sur sa famille. Par exemple, Nino est très moqueur par rapport à sa famille, notamment à son père, je me suis inspirée de mon mari, qui est un peu monsieur je sais tout, et donc voilà, on recycle. Et ça sonne juste. Parce que je me souviens, Stéphanie au début m'a dit, c'est un peu caricatural, mais c'est tellement vrai. C'est la maman qui est surprotectrice. Ah oui, la c'est maman est notre surprotectrice. pôle. Après, je me suis dit, cette pauvre femme, elle fait que garder ses enfants, il faut que je lui trouve une fonction. Donc après, elle est devenue technicienne. Voilà.
Donc ça m'a permis aussi de rencontrer des tas de gens par rapport à, par exemple, pour Hypatie, j'ai sympathisé avec Audrey Dussutour. Ça a ouvert. Je suis allée au Labo du Louvre aussi, au C2RMF, où j'ai rencontré des scientifiques qui m'ont parlé justement pour l'assiette de François Ier. J'ai trouvé cette collaboration, j'aimerais même en faire plus, quoi, pour pouvoir rencontrer des tas de scientifiques, de conservateurs. Voilà. C'est aussi comme ça que ça a débouché sur l'agence Mouche. Tu peux dire un mot de l'agence Mouche? Alors l'agence Mouche, j'ai travaillé pour l'UNI, donc c'est audio, ce sont des textes qui sont interprétés par des comédiens et qui sont écoutés par les enfants avec une arborescence pour corser le tout. Et là, grâce à Nino, en fait, on m'a proposé de travailler, j'ai travaillé avec le château de Versailles, je travaillais avec les Invalides. Là, je viens de finir quelque chose avec une histoire avec Mont-Saint-Michel. Donc, ce sont des collaborations hyper intéressantes parce que j'ai eu accès aux conservateurs, aux gens aux conférenciers qui ont relu, on a discuté, j'ai visité, j'ai revisité. Et là, c'est formidable quoi, quand on a cette qualité de documentation. Et donc, pour revenir à l'évolution du polar chez Syros, c'est vrai que les mini-Syros très comédie, humour, aventure, enquête à résoudre par les enfants, mais plus tout à fait de la même manière que dans des romans où les enfants étaient tout seuls à tout résoudre, donc plus crédible aussi d'une certaine manière, avec la dimension familiale qui est présente. Là, on passe un cap aussi chez Syros en publiant l'agence Mouche, puisqu'on va encore plus loin dans le ludique, dans le livre de divertissement et de jeu avec le livre participe à l'aventure avec un peu un livre dont vous êtes le héros, puisqu'il faut faire des choix et accompagner les deux petits enquêteurs dans leur cheminement, mais tout en gardant ce qui fait ton travail d'autrice, cette passion de la transmission patrimoniale, historique, du savoir, mais de manière toujours extrêmement ludique et amusante en fait. Le divertissement il est quand même très présent aussi. Oui, il y a un volet comédie en fait. Je les traite comme des personnages de comédie et ils sont deux chaque fois dans l'agence Mouche. Ils se transmettent l'agence de génération en génération, donc c'est à des époques, on les recrute à des époques différentes. Et moi j'ai appris des tonnes de choses et je pense que les enfants aussi en les écoutant et en le lisant, j'espère. Et puis il faut dire aussi que le polar aujourd'hui pour les plus petits, il y a énormément de collections d'enquêtes, de détectives qu'on a vu naître un peu partout avec beaucoup d'illustrations. Donc ça nous intéresse aussi chez Syros d'avoir toujours évidemment Mini-Syros. La particularité de Mini-Syros, c'est que c'est du roman sans image. Donc on est vraiment dans la dimension de la littérature qui fait qu'on se crée les images dans sa tête et qu'on est tout heureux de lire un premier roman sans ce support de l'image. Mais on avait aussi envie d'être présent à côté de toutes ces collections illustrées. Et là, c'est Morgane Lafille qui a fait les dessins avec quelque chose qui va parler aux plus petits des temps, avec cette influence manga aussi dans ce travail. Et de ramener tout le travail de Claudine aussi sur un public peut-être un peu élargi. Voilà, dans cette évolution très, très récente. Alors, Claudie, je vais passer la parole à Sylvie, on y reviendra après pour justement sur votre... J'aimerais qu'on ait du temps pour que vous nous parliez de votre regard sur l'évolution du polar, les changements, le profil des lecteurs et lectrices, donc on y reviendra après. Je voudrais revenir à Sylvie sur comment tu en es venue à écrire du polar, pourquoi ce genre et quels sont... et parler aussi de ce travail d'écriture, parce que de rythme, de langue qui est remarquable dans les romans que tu as publiés chez nous. Donc raconte-nous un petit peu comment tu en es venu à écrire du polar et puis pourquoi ce genre, est-ce que tu te reconnais dans ce que j'ai dit, les dernières évolutions du roman noir en France avec cette remédiation,
que tu mettes beaucoup de toi, de tes interrogations, de cette empathie avec des sujets qui te bouleversent ou qui te révoltent. Et comment tu... Voilà. Raconte-nous un petit peu ton chemin dans le noir. Mais le chemin, c'est aussi, on parlait du fait qu'on rencontrait énormément de jeunes, et c'est leur question. C'est-à-dire que d'où vous vient l'inspiration? La question, c'est tellement large. Alors c'est vrai qu'il y a une grande part d'observation, etc., tout ce qu'on sait du métier d'écrivain. Mais c'est aussi, en tout cas pour cette série-là, je dis juste que ça me prend environ 9 mois d'écriture en comptant la documentation, où j'ai à peu près 1 à 2 mois de documentation sur chacun des ouvrages. Et c'est la partie de documentation. Alors j'ai aussi commencé par le documentaire dans l'émission. C'est peut-être pour ça. Ça m'a donné la rigueur et la méthode de travail, de recherche, pour aller chercher. C'est un moment passionnant, que ce soit pour le dernier Sorry Mom, si je raconte, je dis tout. Mais bref, autour de la maternité, je vais vous parler de celui-ci. Non, mais que ce soit juste la documentation, ça fait partie, mais vraiment intégrante de cette série-là. Go Fast, les premières scènes se passent dans une prison pour femmes. Pour écrire quelques scènes de la prison, j'ai évidemment contacté l'Observatoire français des prisons de France, j'ai lu leur revue, j'ai regardé nombre de reportages, lu des témoignages, etc. pour en fait moi m'enrichir de toute cette connaissance et ne livrer que l'essentiel. Parce que si on regarde bien, il y a très peu de pages qui se passent en prison, mais c'est ma méthode de travail. Quand j'écris Serial Tattoo, celui-ci, la grande question que je me pose, voilà, comme Sandrine dit, c'est des sujets qui me tiennent à cœur, oui, qui me bouleversent, parce que j'ai presque passé 1 an de ma vie à réfléchir à ce livre et à l'écrire. La question que je me pose pour écrire ce livre, c'est comment est-il possible qu'au XXIe siècle, on puisse encore acheter et vendre des gens, comme on le faisait des siècles auparavant dans les marchés aux esclaves. Donc ça parle de la traite des êtres humains. Là, ma documentation, c'est celui qui m'a demandé le plus de documentation de toute la série, celui-ci. Et c'est passionnant parce que voilà, c'est une méthode de travail. Ensuite, il y a l'écriture. Et ce que disait Claudine, c'est-à-dire moi qui suis riche de toutes ces informations, comment, sans être donneuse de leçons didactiques, comment je vais faire passer ça par le biais des personnages. Et les personnages, au-delà de l'histoire, de l'intrigue et du thème que j'aborde, c'est le moment que j'adore, c'est la naissance des personnages. Je sais qu'ils vont être là jusqu'à la fin. Généralement, j'ai une écriture mentale assez longue aussi. Donc, je les crée dans ma tête, je les remplis, je les nourris. Ensuite, l'écriture, c'est pas parce que j'écris du polar que j'écris à la va-vite. Pour moi, le style littéraire, maintenant, ça y est, on le sait, c'est pas un genre mineur, le polar, c'est un genre majeur, c'est de la littérature. Et je mets un soin particulier, c'est peut-être pour ça que je suis un peu lente, l'écriture, un soin particulier. C'est des livres qui sont très dialogués et ça peut paraître, on les lit assez rapidement. Mais à quel point c'est difficile, ça. C'est difficile de trouver le mot juste. Je peux passer 3 heures sur une page parce que ça ne sonne pas, parce qu'il n'y a pas le rythme, parce que j'ai pas trouvé le mot qui va définir l'émotion que moi j'ai envie de faire passer. Oui, c'est un travail de longue haleine d'écrire. Et pourquoi le polar? Parce que j'aime ça, parce qu'on fait passer énormément de choses, parce que ça divertit, parce qu'on les lit, parce qu'on passe un bon moment, on cherche qui a fait le coup, ou pas. Vous avez bien compris que pour moi c'est pas l'essentiel quand j'écris mes livres. Mais je fais en sorte que les intrigues tiennent la route. Maintenant, comme je m'adresse le plus souvent à des jeunes, maintenant je ne sais plus quoi dire, à tout le monde, mais les jeunes,
le maître mot aussi de mon travail, c'est la transmission. Transmission et puis aussi leur dire, ouvrez grand les oreilles, ouvrez les yeux, ne vous contentez pas de ce qu'on vous donne à voir, ne soyez pas restreints, allez chercher, allez puiser. Et quand on les accompagne avec les professeurs de français, les professeurs documentalistes, mais on va vraiment au fond des sujets dont je parle dans tous mes livres, et c'est remarquable. Donc, dans Go Fast, par exemple, ce qui m'a animée avec le personnage de Camille, c'est qu'elle trempe dans un trafic de drogue, elle se fait attraper, elle prend pour 7 ans de prison. Elle a 17 ans et demi, arrivée en prison, visite médicale obligatoire, elle apprend qu'elle est enceinte. C'est un livre aussi sur comment on passe si violemment d'adolescence à l'âge adulte, quel choix elle va faire, puisqu'on sait très rapidement dans le livre que Camille est une enfant abandonnée. C'est un livre sur la fatalité. Ça, je peux l'aborder avec les jeunes qui me posent ces questions en me disant « Mais madame, est-ce qu'on doit forcément reproduire ce qu'on a vécu quand on était enfant ?» Donc c'est passionnant et c'est vrai que ça fait à peu près 12 ans que je suis sur le terrain et que je rencontre les jeunes et que je suis en atelier d'écriture avec eux et que ça m'anime. Ils m'épuisent tous généralement, je rentre épuisée mais avec une énergie et une seule envie, écrire le prochain. C'est... je ne sais pas si j'ai tout bien répondu. Non, mais tu rentres vraiment dans cette histoire du noir, de ces auteurs aujourd'hui et autrices qui donnent la place aux dominants et aux dominés et aux perdants, ou à ceux qui ont raté le coche, ou ceux qui ont basculé du mauvais côté, ou ceux qui n'ont pas eu l'amour familial qu'ils auraient pu avoir, ou ceux qui sont dans des marges de la société, avec énormément de profondeur et d'authenticité dans les personnages. Et je pense que c'est ce qui touche les jeunes aujourd'hui, c'est cette vérité, ce vrai, dont on disait que le polar était aussi un héritier, avec Zola aussi derrière, sur ces romans qui vont donner la vraie vie à lire, et qui a aussi envie d'écrire, donc de faire du style, de travailler le rythme, de t'amuser avec le son. C'est obligatoire. Alors, et donc peut-être pour ça que ce genre-là est particulièrement... Maintenant, je ne sais pas, mais dans tous mes livres, permet parce que je suis une grande lectrice, d'apporter aussi de la légèreté, plus de mouvement, et puis on a besoin d'être emporté par l'écriture. On a besoin de sentir, même on a besoin, j'essaie en fait, parfois il y a des moments d'écriture où j'essaie de faire en sorte, je ne sais pas si j'y parviens, de faire entendre les silences dans la phrase. C'est particulier. Il y a des moments de grâce comme ça où on y arrive. Oui, c'est beaucoup de travail. Le rythme, il vient avec les dialogues. C'est du polar, donc de l'action, avec des cliffhangers, des coups de théâtre. Et puis, il y a aussi, on n'en parle pas souvent, mais des anti-héros, des méchants, quoi, en gros. Mais ces méchants ont une histoire pour moi aussi. Et ces méchants ont forcément une raison d'avoir été méchants à un moment donné. Ça ne veut pas dire que je les excuse, mais on comprend. Voilà. J'essaie de démonter les mécanismes. Et ma commissaire Clara Di Lazio, elle ne se pose pas en juge vraiment. Elle va chercher la vérité, la justice. Mais elle ne va pas, elle n'est pas juge. Alors, est-ce que je voulais du coup aussi avoir votre regard sur les évolutions du polar que vous auriez pu vous percevoir, parce que vous êtes quand même constamment sur les salons du livre, donc avec des consoeurs et des confrères, vous voyez ce qui se publie, ce qui se lit, ce qui se dit. Est-ce que vous avez vu des évolutions de ce paysage éditorial? Vous vous sentez comment dans cette grande famille, chez Simos, mais il y a aussi tout le reste? Est-ce qu'il y a des changements? Et puis aussi dans le profil des jeunes lecteurs et lectrices que vous rencontrez énormément,
pas que dans les classes, hein, du coup, c'est pas que par le biais du scolaire, mais aussi dans des salons, dans des salons du livre avec les parents ou pas. Claudine, peut-être Moi, ça nous intéresse, nous tous. Bon, tout à l'heure, je parlais effectivement du club des 5 où ils partent 15 jours en vacances. Ça, c'est sûr qu'on ne peut plus écrire ce genre de choses. Je pense qu'ils sont sensibles, les enfants, à leur quotidien. Quand on parle de leur quotidien, de leurs préoccupations, il y a aussi sous-tendu, oui, leurs préoccupations d'enfants. Je pense qu'ils y sont très sensibles. Peut-être que les personnages sont plus travaillés, peut-être maintenant. Puis aussi, il y avait beaucoup moins de choix aussi dans le polar. Le grand changement, c'est ça. Il y a le grand changement, c'est la concurrence. On l'a dit pas. Non, mais voilà. Moi, je pense qu'il y a moins d'évolution que du côté de Sylvie dans les rencontres dans avec les lecteurs. Oui, moi je suis toujours dans les rencontres, je suis toujours à fond. Je trouve que les gamins ils posent toujours 10 000 questions, assez drôles. Ils m'ont demandé si je connaissais Agatha Christie, par exemple, ou si je lisais mes livres. Ça change pas en fait. Oui. Non, ça change pas. Non. Et du côté des parents, est-ce que tu... Les parents, bon, souvent les enfants choisissent sur les salons. Alors il y en a un, Minou, il y a un squelette, les parents ils n'aiment pas trop, ils disent bon tu le prends mais tu prends celui sur Picasso aussi. Hein. Ah, le squelette, ouais. Le squelette c'est pas terrible. Mais les enfants l'adorent. Et voilà, donc moi je vois pas, je sais pas, peut-être que j'ai évolué aussi avec eux, mais je vois pas une grande différence. Et toi, Ils sont toujours, ouais, pardon. en tout cas dans les classes, le polar ça marche à fond. C'est vraiment, ils sont passionnés, ils ont 10 000 questions, et puis ça marche quoi, savoir qui a fait le truc, qu'est-ce qui s'est passé, le suspense, tout ça. Parce que c'est une lecture active où ils cherchent en même temps que le héros, et ça, Oui, ça marche. Oui. Et toi, Sylvie? L'évolution, alors pour cette série en tout cas, là, avec Clara Di Ladio, pour moi la grande évolution c'est que en salon, c'est les ados qui viennent avec leurs parents généralement parce qu'ils ont entendu parler de moi, parce qu'ils m'ont vu en rencontre ou parce qu'ils veulent me découvrir. Et l'évolution c'est que là c'est les parents qui viennent avec leurs ados qui disent moi je le prends pour moi, tu liras après. Et c'est rigolo quoi, avec cette série, c'est-à-dire qu'elle s'échange vraiment entre parents et jeunes. Après, la grande évolution que je vois là, c'est peut-être parce que aussi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle les Louves du Polar. Et c'est-à-dire que ce sont des femmes qui écrivent des romans policiers. Et c'est pas un collectif qui rejette les hommes, pas du tout. Hein. C'est juste une envie de plus de visibilité. Et qu'on s'est aperçu qu'à un moment, enfin depuis très longtemps plutôt, dans les revues, dans les interviews, etc., c'était très très souvent des hommes qui étaient là, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent maintenant depuis 15-20 ans. Et donc on s'est appelé les Louves du Polar. Et il y a un noyau dur des Louves qui est mené par Céline Dangean. Et elles sont hyper actives. C'est-à-dire qu'elles ont, je crois qu'aujourd'hui, il y a 67 libraires qui sont partenaires et qui nous suivent pour une semaine par an de Louves du Polar. Ça veut dire pendant une semaine, ils ne mettent que les titres des Louves en vitrine. Ensuite, elles ont eu un partenariat avec les Leclerc, toutes les grandes enseignes comme ça, Cultura, etc. Et puis, on a organisé un concours de nouvelles. On pensait en avoir une dizaine, on a reçu 158, donc là j'en peux plus d'en lire. Et non mais c'est chouette. Et la jeunesse, en fait, c'est la littérature ado, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que les frontières elles sont plus tenues, donc elle est embarquée dans ce collectif adulte. Alors jeunesse, jeune adulte. Hein. Ouais, à partir de 13 ans. Ouais. C'est pas pour les petits, non.
Mais, Mais c'est collège quand même. Hein. mais je vois ça et du coup, et il y a beaucoup d'auteurs hommes qui nous soutiennent, qui comprennent. On n'est pas là pour faire ça entre filles, pas du tout, mais pas du tout. C'est simplement, regardez, il y a aussi des femmes qui peuvent écrire des thrillers, des choses que même moi j'ai du mal à lire de mes consoeurs là. Donc voilà. Et mais l'évolution, j'ai vu cette évolution. Après, dans la lecture vraiment des romans ados, il y a, ils ont tendance aussi à aller chercher la romance maintenant dans nos histoires. Moi, je me suis quand même entendue dire que je me tracasse, je m'arrache les cheveux pour écrire un livre comme ça, avec des histoires parallèles et compagnie. Il y a une jeune fille qui me dit oui, mais madame, alors l'histoire entre Jules et Lilo, pourquoi vous n'allez pas continuer et pourquoi? En fait, pour tout vous dire, moi je m'en fous de l'histoire policière. Je veux qu'ils s'aiment. Et là, alors ça c'est une tendance en ce moment. Donc on est en train d'y réfléchir. On cherche la romance policière. Pour faire une romance policière. Ouais. Ça c'est très récent et très flagrant. Dans les retours de lectrices, alors qu'avant, pas trop. Non, pas du tout. Ça, pas du tout ça. Pas du tout. Donc ça a imprégné jusqu'aux rencontres. Et côté filles, bien sûr. Et tu disais que des lecteurs garçons, tu avais vu quand même une évolution dans l'intérêt et les questionnements. Dans le questionnement. Alors, auparavant, je ne sais pas comment dire, j'arrive pas à dater moi, mais bon, au début, quand j'écris du polar, c'est des filles qui mettent beaucoup, qui débattent beaucoup en classe, qui posent des bonnes questions. Là, je trouve qu'il y a une régression à ce niveau-là. Les garçons vont plus dans le fond, ils vont plus aller chercher pourquoi, comme un garçon qui me fait cette réflexion pour Serial Tattoo, donc sur la traite des êtres humains, qui me dit madame, j'ai adoré votre livre, mais je pense que vous n'êtes pas allé au bout de votre sujet. Qu'est-ce qu'il a le merdeux? Alors, je dis c'est-à-dire. Et il me dit, mais quand même, vous ne parlez pas du trafic d'organes qui va avec. Il est en 3e, ce garçon. Donc il a quoi, 15 ans, 14? Et alors je lui dis évidemment, je lui réponds que c'est pas possible de traiter du trafic d'organes. Bon bref, en plus, mais ça veut dire que non mais en plus, mais ça veut dire que j'ajoute 200 pages. Et puis aussi, si j'avais voulu aller au bout, mais là je pense que les éditrices auraient refusé, il aurait fait 700 pages. C'est-à-dire que ce qui m'a passionné dans ma documentation, c'est que je me suis attachée. Il a bien fallu restreindre un petit peu ma documentation à une famille nigériane. Eh bien, quand je me suis documentée elles ont quitté le Nigeria, les jeunes filles, elles arrivent en France à l'âge de 10-12 ans et elles sont foutues dans les bois chez nous, à cet âge-là, bois de Vincennes, et la documentation m'apprend qu'elles ont plus peur de la magie noire que des proxénètes. Et ça, c'est un sujet passionnant. Et j'avais envie d'en mettre. Mais alors voilà, trafic d'organes, 200 pages, magie noire, 250 pages. J'arrive à ça pour des ados. Là, je vois déjà la tête des éditrices. Ce sera dans la Ah non. ça sera dans les bois. Ou alors, on va trouver une romance. Voilà, dark. Donc lecteurs plus. Elle est drôle, celle-là. Non. Plus de lecteurs garçons. Et les garçons vont vraiment plus au fond des choses. Donc c'est-à-dire Mais que la romance a une influence sur. Je veux pas faire une généralité. Non, mais je veux pas faire une généralité non plus. Non. Mais En tout cas, on te demande de l'amour. De la passion. Ouais. Parce Parce que non, il y a quand même un début d'histoire d'amour très très beau, effectivement, dans Son immense. Deux adolescents. Je suis bien d'accord, moi. J'aimerais bien on peut savoir la ce qui se passe. poursuivre, c'est là. Je sais pas comment faire. Toi aussi, tu veux la suite. Donc ça, c'est les... Alors, j'imagine que vous avez quand même des questions, non? J'aurais bien aimé avoir vos réflexions, vos remarques, parce que vous avez peut-être des choses à dire sur cette histoire du polar, si vous en connaissez du goût, ou si vous voulez rectifier, ou si vous avez des remarques aussi sur l'évolution des publics, ou des questions à nous poser, ou sur Syros, ou sur l'écriture.
86, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans la littérature jeunesse? Donc, certes, la souris noire va amener une critique sociale, parce que tous les auteurs viennent de la série noire. C'est le renouveau du voilà. Mais pour moi, il s'est passé quelque chose de très important, c'est qu'ils amènent dans la littérature jeunesse la mort. La thématique de la mort, d'ailleurs, qui a tué Louis Bourbeau. Et puis après, très vite, ils vont, même en souris noire plus, l'enfant va être tueur. Il y a un roman où l'enfant est tueur. Lors d'un cambriolage, il tue la juge qui avait condamné. Et puis dans un autre, même l'enfant meurt, le personnage principal. Donc voilà, il y a ce thème-là de la mort qu'on ne pouvait bien sûr absolument pas avant, y compris bien sûr dans tout ce qui était série rose, verte et autres. Et c'est un élément vraiment, en plus du caractère effectivement de dénonciation sociale, racisme, chômage, qui va arriver dans les souris noires pour des petits, au départ. Il y a cette dimension-là qui, à mon avis, fondamentale et importante dans qu'est la mort. Oui, il y a une volonté de tout aborder en fait avec les enfants et de les prendre au sérieux, et de pouvoir aborder les sujets qui les préoccupent aussi. Alors après, c'est vrai qu'il y a des textes qui ne seraient pas publiables aujourd'hui. On en a lu quelques-uns effectivement avec Stéphanie en disant et vous partagez la même opinion, on en a parlé Oui, le avant. bouquin d'Ernest, le crime paye à la fin de la fête des pères. Alors que le Châtigali n'a pas pris de ride et qui continue à être lu. Et il y a ce renversement aussi les méchants peuvent être sont pas forcément ceux qu'on croit. Le voleur peut être le héros et on peut comprendre comment il est devenu voleur, mais le maire de la ville va être le vrai criminel, la vraie crapule de l'histoire. Donc cette inversion aussi, et qui n'était pas évidente à partager avec les enfants, de dire c'est pas exactement forcément comme on souhaiterait que ce soit et comme on te dit que c'est. Ça, c'est franchement. Et qui a été qui a irrigué après toute la littérature, pas seulement polar, hein, en jeunesse, à l'école des loisirs, enfin toutes ces thématiques-là aussi, on bascule dans la littérature réaliste, Et après en 86, comme ça a tellement bien marché, tous les éditeurs s'y sont mis. Ah oui, il y a beaucoup de collections. Jusqu'en 92. Et après, qu'est-ce qui se passe en 92? L'éducation nationale s'y intéresse et elle va faire passer dans les collections, demander aux éditeurs de faire passer dans les collections les grands titres classiques d'Agatha Christie, Conan Doyle, pour les étudier d'abord. C'est une sorte de retour de balancier, revenir sur du classique, mais à l'éducation nationale. Dans les collections de poche, vous voulez dire? Oui, enfin non, mais dans les collections polar, jeunesse. Oui. Donc un retour on reprend les classiques d'Agatha Christie, Deux Coques d'Or par exemple, et même Pierre Véry, enfin des choses. Le roman noir en jeunesse tel que Siros l'a fait dans les années 86, ça n'a pas été tellement élargi ailleurs. Je crois qu'après, il y a eu des listes d'incitation à la lecture pour les profs dans lesquelles il y a eu quand même. Ah on en a plein. Ils continuent à marcher aujourd'hui parce qu'effectivement, Qui a tué une bonbon, les doigts rouges, Hippon, tous au début, ils ont été validés par l'éducation nationale et étudiés par les enseignants. Ça a permis de légitimer aussi le fait d'aborder ces thématiques-là avec les enfants. Mais nous, on a connu dans notre histoire Siros, avec Stéphanie, parce qu'on est là depuis 2005, des vagues. Ça arrive par vagues. De temps en temps, on reçoit énormément de messages d'enseignants scandalisés par les ouvrages encore au catalogue. Voilà. Puis après, ça s'arrête, et puis après, ça revient, et puis après, ça s'arrête. Voilà. Et on sent quand même qu'il y a des périodes régulières d'attaque de la littérature de jeunesse telle qu'elle a été, telle qu'elle est proposée quand on remet dans le contexte, enfin, voilà, avec des phrases sorties hors contexte, enfin d'enseignants qui donnent à lire aux enfants sans lire eux-mêmes les textes avec les rallye lecture. Et après, il y a un parent qui arrive et ils n'en reviennent pas, finalement, de ce qui s'y passe encore aujourd'hui. Hein, c'est régulier, c'est par période. Et les plaintes concernent toujours des titres très anciens du catalogue. C'est pas ceux ceux publiés justement dans les années 80. Oui.
Oui, donc je pense que oui, il y a quand même eu des vraies évolutions avec aujourd'hui, on ne publierait plus tout à fait les mêmes choses. Voilà. Mais est-ce que du coup vous avez plus de retenue dans ce que Je vous pense. écrivez en policier, au moins pour les petits, parce que c'est ce que je découvre. Oui, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne très très bien dans les séries, les textes récents de Mimi Syros, c'est les enquêtes de Nino, les énigmes de Tati, avec de l'ail et du beurre, enfin, ou Mehdi, c'est des textes qui abordent moins ces questions-là. Et après, on n'a pas développé tellement plus Mimi Syros, on essaie de faire d'autres choses, mais certains textes, oui, mais c'est un peu le cas aussi en littérature générale. Hein. Je vous disais des classiques qui se donnèrent à l'école des loisirs récemment avec les enfants. Et on recevrait ça aujourd'hui en tant qu'éditeur jeunesse, mais c'est quasiment certain qu'on ne publierait pas ça. Parce que on sait qu'on en vendrait très peu, ça serait très difficile d'en faire un classique. Avant que les enseignants, les bibliothécaires s'en emparent, le donnent à lire, etc., on aurait fini. Parce que, et comme disait Claudine, il y a un nombre de nouveautés qui n'est plus du tout le même aujourd'hui. Et je crois qu'il n'est pas le même, et je pense quand même une frilosité. Oui, avec des comptes à rendre qui ne sont pas si évidents que ça. Donc je crois qu'effectivement, plus on forme les enseignants, les bibliothécaires à la littérature jeunesse et à l'histoire de la littérature jeunesse, plus ça donne aussi des armes pour défendre des textes audacieux, osés, qui vont loin, qui vont aborder la mort, et dont les enfants sont friands. C'est sûr que c'est les livres dont ils se souviennent toute leur vie, ces livres-là, je pense. Oui, donc en fait j'ai une question et pour Claudine et pour Sylvie. Donc dans l'idée de, quand vous êtes justement en rencontre scolaire, hein, donc par rapport à la maturité, puisque la maturité des jeunes et des actuels est bien différente, c'est par rapport aux catégories d'âge en fait qu'il y a au niveau des différents romans, etc. et tout. Comment est-ce que vous arrivez à plus ou moins décider justement de cette catégorie d'âge, sachant qu'il y a cette évolution de la maturité? Je pense à la question qu'on t'a posée sur ton roman, qui veut dire quand même qu'il y en a qui réfléchissent beaucoup à plein de sujets. Est-ce que c'est pas difficile quelquefois de savoir exactement comment vous allez? Je pense que maintenant, en tout cas dans ma catégorie, là, on ne met plus une tranche d'âge précise, 12-13, c'est à partir de. Après, on se débrouille. Parce que là, je serais incapable. La frontière, on n'écrit pas en fait, hein, même sur les mini-siros, c'est pas écrit. Mais souvent, quand on nous présente dans les salons, c'est marqué à partir de. Et d'ailleurs, je suis à la Griffe Noire bientôt, elle a mis 12-13 ans. Je vais l'appeler. C'est pas 12-13 ans. Hein. C'est pour ça, parce que la frontière entre un polar comme le tien et adulte, elle est à partir de 13 ans, je crois pour moi, non, 12 ans, 13 ans. 13 ans, ouais. Tous les romans one-shot ne sont pas exactement abordables dès le même âge, mais ça c'est extrêmement difficile parce que ces âges-là, les maturités, elles sont comme ça. Dans une même classe, on a des enfants qui ont lu plein de livres adultes et qui nous posent des questions, et d'autres qui sont à leur tout début de lecteur. Un enfant de 11 ans qui est arrivé en signature avec Serial Tattoo, et puis je le vois tout seul en salon. Je dis, mais c'est pour. T'es qui? Où sont tes parents? Il me dit, non, c'est pour moi. Je dis, ben, ils sont là, tes parents. J'ai du mal, c'est quand même. Il a 11 ans. Il me dit, mais j'ai tout lu, hein, je les ai piqués à ma sœur. J'ai dit, oui, mais ok, mais va chercher ton père ou ta mère pour Serial Tattoo. Moi, je parle de toutes les exactions qu'il y a eu au Nigeria, l'arrivée de Boko Haram. Enfin bon, et sa mère arrive et elle me dit non, pas de problème. Mais je demande honnêtement, les couvertures sont tellement attrayantes grâce à notre Pépito Lopez, directeur artistique, il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés, ils sont petits, ils ont 10 ans. Je dis non, va chercher ta mère ou ton père. À 10 ans, ils sont attirés, c'est ceux qui ont envie d'être dans la transgression. Parce que mais ok, alors moi la mère, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, mais vous connaissez votre enfant mieux que moi. Alors ce que je vous conseille de faire, achetez-le. Lisez-le pour voir si. Achetez-le. Lisez-le. Et
présence de Non, toute en la famille. littéraire, J'en ai pour toute la famille. Non, mais je leur dis, lisez-le. Mm. Et vous allez être à même de juger s'il est. Il me dit, mais je lis très bien. Je dis, c'est pas une question de capacité, c'est une question de maturité. Je dis, je sais que tu peux tout lire, mais à ton âge, peut-être qu'il y a des sujets que tu vas moins bien comprendre. Mais la mère, les parents généralement achètent, hein, malgré ça. Pour les mini-zéros, c'est les enfants lecteurs, la limite basse en fait. Quoique quelquefois ils sont lus, ouais, fin CP, parfois ils sont lus en lecture offerte, et après ça va jusqu'à la 6e. Moi, quand je rentre dans une classe, en fait, je me moque un peu de savoir s'ils sont en CM2 ou CE2, parce que ça dépend tellement de l'énergie de la classe. Il y a des enfants, ils vont aller très loin, et puis d'autres, ils vont rester à des questions, comment vous faites, vous fabriquez le livre, quoi, parce qu'ils pensent que je fais 3000 livres. Tout seul, Je pense que c'est toi qui as une presse et dans qui ma fait que- cuisine, voilà. Et d'autres vont aller sur les personnages, sur le travail de l'écrivain, sur voilà. Même parfois ça peut aller assez loin, même avec des enfants en CM2 ou 6e. C'est assez étonnant d'ailleurs. Moi j'ai l'impression qu'on nous pose moins la question des âges sur nos livres. À une époque c'était constant et on était en débat régulier dans l'édition. Est-ce qu'on met l'âge sur les livres ou pas, ou que sur les boîtes, ou que dans les catalogues? Comme si cette question avait été un peu évacuée. Non, mais plus les âges. Mais ça fait longtemps qu'on ne nous l'a pas posé, demandé. Alors, Ça perturbe un peu quand il n'y a pas l'âge sur un bouquin, ça mais après participe. commercialement ça peut être préjudiciable aussi. Voilà, donc je crois que les libraires préfèrent Mais moi, ça. je fais confiance aux libraires. Ouais. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses tellement. Il y a quand même toutes les romances vraiment pas pour ados qui arrivent dans les rayons ou des choses, ou les mangas. Voilà, ils sont plus sur ces sujets-là, les libraires, pour les identifier et les mettre en hauteur. Finalement, nos romans, ou alors on est revenu à laisser les lire de Geneviève Pat en disant votre enfant, s'il a quelque chose de choquant, il s'en souviendra pas parce qu'il ne va pas voir ce qui est choquant, ou il sautera la page, ou il refermera le livre. Donc c'est pas très grave. C'est pas comme les images en fait, ou les séries ou les animés. Donc, mais ça reviendra peut-être, hein, ces questions-là. Oui, et puis c'est pas forcément vrai avec l'écriture de Sylvie, je trouve. Parce que les images, on se les écrit directement. Ah oui. Et je sais que moi, dans mon cas, il y a un des titres de Sylvie qui n'a pas été lu par ma petite fille qui est ado, parce que ça a été à tout, parce que c'est dur. Je trouve, j'avais plus envie de me dire qu'elle découvre ce monde de la pluie terrible, quoi. C'est une envie sans doute de la protéger Je pense que du monde cruel dans lequel on est. Oui, mais ça c'est un comportement de parents. Après, quand je les ai en classe sans les parents, et généralement les professeurs restent très en retrait, et qu'ils racontent, eux, ce qu'ils lisent, n'importe comment, n'importe où finalement, le fait qu'on se déplace beaucoup et qu'on cadre et qu'on explique un petit peu les choses et comment aller chercher, etc. Mais ils lisent des choses mais horribles. Des auteurs de thrillers que même, enfin moi je ne peux pas lire en fait. Trop sanglant, Ils lisent beaucoup la dark romance. beaucoup de voyeurisme. Oui, en ce moment c'est dark romance, mais avant ça. Et alors oui, bien sûr, ils pourraient lire ça, mais au moins c'est cadré. Oui, aussi, je veux dire, là dans votre PowerPoint, vous dites qu'il y a le roman des lignes et le roman noir. Il y a une autre tendance qui est quand même le suspense, qui, Pauline Marcelac disait que c'est le roman de la victime, qu'il n'y a aucune enquête, on focalise par rapport à la victime. Et bon, par exemple, l'exemple chez Tyros, c'est Jean-Hugo Pell avec Hippo. Ouais. Ça plaît beaucoup. c'est un peu thriller, on se fait peur avec. Thriller, c'est autre chose. Oui. C'est plus. Oui, il y a suspense et maintenant le thriller. Ouais, Mais voilà, le suspense. cette tendance du thriller, elle est quand même assez présente actuellement chez les ados. Voilà, cette dimension jouer à se faire peur, même si le mot thriller n'est pas forcément utilisé à bon escient, puisqu'il y a des thrillers sur des livres qui ne sont pas du thriller, qui sont du roman
de suspense justement ou de personnage. Mais, Ce qui est intéressant dans le hippon, par exemple de Jean Gopel, c'est que l'enfant il va être confronté à un danger et seul il va devoir affronter ce danger et le résoudre. Parce que les parents, ils essayent d'arriver, ils vont être en retard, et donc il va devoir. C'est des romans d'ambiance extrêmement un peu initiatique aussi. Ouais, de romans d'ambiance extrêmement angoissantes. Oui, c'est très angoissant. Très angoissant. Alors que Jean-Christophe Tissier avec 10 minutes à perdre, où il va se retrouver seul quand même aussi avec, de manière très réaliste, il va devoir s'en sortir avec le méchant dans la cave qui risque de lui tuer. On n'est pas dans une ambiance aussi noire et aussi oppressante. Parce qu'il y a un autre personnage, parce qu'on sort aussi de la maison, parce que c'est pas que ça. Alors que Jean Gopel, il a le huis clos. C'est vraiment ce système de huis clos. Il y a beaucoup de romans d'ambiance, effectivement, suspense ou angoisse un peu ténue. Même Marcus Mal qui va venir, c'est un roman aussi d'une ambiance. Voilà, là aussi, il y a eu grand débat sur cette fin parce que le méchant meurt. Fallait-il qu'il soit poussé par le héros ou pas? Il y a quand même des questions de morale qui étaient très présentes du côté des directeurs de collection polar parce que justement, ils étaient très attentifs à ça, à la morale finalement, on pourrait croire dénuée des préoccupations de tous ceux qui sont dans le polar avec tous ces criminels, mais pas du tout. Et cette question de l'enfant qui tue, et c'est une question qui s'est posée aussi dans Grand Passage, donc ce roman de Stéphanie Leclerc qui a eu la pépite Saint-André de Montreuil, qui est un thriller fantastique, voilà, avec cette fin, je ne veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu, mais les débats sur ces questions-là, de héros, de la place de la mort, et puis de héros enfants qui vont avoir une responsabilité dans la mort de quelqu'un, c'est encore des questions qu'on se pose. Agatha Christie l'avait fait. Dans un roman pas connu qui s'appelle La Maison disparue, c'est l'adolescent qui est la responsable du meurtre. Mais Agatha Christie s'en sort en disant que c'était dans ses gènes. C'est encore. Ah oui, le mal incarné. Vous avez d'autres questions? Non? Bon, on va aller boire un petit verre. On pourrait ajouter des autres.